Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 3. Le navigateur sur les mers du destin. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment mangera-t-on? On nous fait manger des têtes de morue blanche. Mais ça n'arrête pas la bonne soupe aux choux. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, d'où va en boire à tout? On nous donnait boire que de l'eau croupillée. Le beau geron de gouttes, il n'y a pas pour nous. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, comment dormira-t-on? On nous fait dormir que 2 heures sur 24 et le reste du jour, on nous fout des coups. Quand tout sera le bas sur le banc de Terre-Neuve, ah dis-moi, beau Gaby, que l'argent gagnera tout. On nous fait travailler et sœurs saigner l'armée. Les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant et tant d'horribles misères, dis-moi, beau Gaby, répartirais tout. J'étais bien forcé de faire comme mon père. J'espère que non gars ne verra pas comme nous. Chapitre 3. Elric
qui avait fort peu de souvenirs de sa traversée à bord du sombre vaisseau, ne devait jamais savoir comment il avait été amené à atteindre le monde dans lequel il se trouvait à présent. Dans les années à venir, lorsqu'il évoquerait ces événements, il aurait l'impression de les avoir rêvés. Et, d'ailleurs, il faisait l'effet de rêve, alors même qu'il les vivait en ce moment. Il eut un sommeil agité et, au matin, les nuages étaient plus denses. Ils brillaient de cet étrange éclat plombé, bien que le soleil lui-même fût dissimulé. Smyorgan, tête chauve des cités pourpres, déjà sur pied, tendait le doigt vers le ciel en disant d'un ton discrètement triomphant. Y a-t-il là preuve suffisante pour vous convaincre, Elric de Melniboné? Je suis convaincu que cette lumière, ou ce terrain peut-être, possède une propriété qui fait paraître bleu le soleil, répondit Elric. Et il regarda avec répugnance la scène de carnage qui l'entourait. Ces cadavres constituaient un spectacle affligeant, et l'albinos se sentait envahi d'un obscur désarroi qui n'était ni du remords ni de la pitié. Le soupir que poussa Smurgan avait quelque chose de sarcastique. Hein. Eh bien, messire le sceptique, le mieux pour nous est de faire dans l'autre sens le chemin que j'ai parcouru afin de retrouver mon navire. Que vous en semble? Je suis d'accord. Quelle distance aviez-vous parcouru depuis la côte quand vous êtes tombé sur nous? Elric le lui fit connaître. Smyorgan sourit. Alors, vous êtes arrivé juste au bon moment. J'eusse été fort embarrassé aujourd'hui si mes amis, les pirates et moi avions atteint la mer et que je n'avais pu leur montrer le moindre village. Je n'oublierai pas cette obligation que je vous ai, Elric. Je suis comte dans les cités pourpres et ne manque pas d'influence. S'il est quelque bienfait par quoi je puisse m'acquitter à notre retour, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie, dit Elric avec gravité. Mais d'abord, il nous faut découvrir un moyen de nous évader. Smyorgan était parvenu à rassembler une musette de vivres, de l'eau et du vin. Elric, à qui il répugnait de prendre son petit déjeuner parmi les morts, mit la musette en bandoulière et dit « Je suis prêt. » Smyorgan acquiesça. « Venez, c'est dans cette direction. » Elric lui emboîta le pas. L'herbe sèche craquait sous leurs pas. Les versants abrupts de la vallée les dominaient, teintés d'une nuance verdâtre insolite et déplaisante, où la lumière bleue qui tombait d'en haut se mêlait au brun du feuillage. Lorsqu'ils atteignirent la rivière, elle était étroite et dévalée parmi des rochers qui permettaient de la franchir facilement, ils s'arrêtèrent pour se reposer et se restaurer. Tous deux avaient les muscles raides après le combat de la nuit précédente. Tous deux étaient heureux de pouvoir laver dans cette eau leur corps couvert de sang et de boue. Ainsi revigorés, ils escaladèrent les rochers et, laissant derrière eux la rivière, se mirent à gravir les pentes, n'échangeant que peu de mots afin d'économiser leur souffle, car l'effort était rude. Le jour était déjà en son milieu lorsqu'ils atteignirent la crête, et que s'offrit à leurs yeux une plaine assez semblable à celle qu'Elric avait traversée auparavant. Ce dernier se faisait maintenant une assez bonne idée de la géographie de l'île. C'était comme le sommet d'une montagne avec, près du centre, une échancrure, la vallée. Il fut à nouveau vivement frappé par l'absence de toute faune, et en fit la remarque au comte Smyorgan, qui confirma qu'il n'avait vu, depuis son arrivée, ni oiseaux, ni bêtes, ni poissons. C'est un petit monde bien désolé, ami Elric, et quelle malchance pour un marin de s'échouer sur de tels rivages. Ils poursuivirent leur chemin jusqu'à ce qu'ils vissent la mer rejoindre l'horizon au loin. C'est Elric qui, le premier, entendit le bruit qui s'élevait derrière eux. Il reconnut le martèlement régulier des sabots d'un cheval au galop. Mais, regardant par-dessus son épaule, il ne vit pas l'ombre d'un cavalier, ni aucun endroit où un cavalier aurait pu se dissimuler. Il se dit que, sous l'effet de la fatigue, ses oreilles l'abusaient. C'était le tonnerre qu'il avait entendu. Smyorgan poursuivait imperturbablement son chemin, bien qu'il n'eût pu manquer d'entendre lui aussi un tel bruit. À nouveau, celui-ci se fit entendre. À nouveau, Elric se retourna, et à nouveau,
il ne vit rien. Smurgan, avez-vous entendu un cavalier? Smurgan continua du même pas sans jeter un regard en arrière. Je l'ai entendu, grommela-t-il. Vous l'aviez déjà entendu avant? Oui, à de nombreuses reprises depuis mon arrivée. Les pirates l'entendaient aussi, et certains pensaient que c'était un ange de la mort qui les poursuivait, tel Némésis, pour les châtier. Vous ignorez la source de ce bruit? Smurgan garda le silence un instant. Il s'arrêta et, quand il se retourna, sa mine n'était rien moins que souriante. Une ou deux fois, j'ai aperçu un cheval, je crois. Un grand cheval, blanc, richement caparaçonné, mais sans personne sur son dos. N'y prêtez pas attention, Elric. Faites comme moi. Nous avons de plus grands mystères pour nous occuper l'esprit. Vous en avez peur, Smurgan? Il acquiesça. Oui, je l'avoue. Mais ni peur ni réflexion ne nous en débarrasseront. Alors venez. Elric ne pouvait manquer de voir que ce que disait Smurgan était plein de sens, et il s'y rallia. Mais, quand le bruit se reproduisit, à peu près 1 heure plus tard, il ne put s'empêcher de se retourner. Il crut alors apercevoir la silhouette d'un grand étalon, harnaché pour être monté. Mais ce n'était peut-être rien de plus qu'une idée que Smurgan lui avait mise en tête. Le temps se rafraîchit, et l'air se chargea d'une odeur insolite, âpre. Elric en fit la remarque au comte Smurgan, et apprit que cela aussi était habituel. Parfois, ça disparaît, et puis ça revient. D'ordinaire, ça sent assez fort. On dirait du soufre, dit Elric. Le comte Smurgan éclata d'un rire plein d'ironie, comme si Elric avait fait allusion à quelque plaisanterie personnelle du dit Smurgan. Si fait, messire, cela sent le soufre. Ah, ça, rien n'est plus vrai. Le martèlement de sabots se fit plus fort derrière eux à mesure qu'ils approchaient de la côte. Et, finalement, Elric, ainsi d'ailleurs que Smurgan, se retourna de nouveau pour regarder. Et à présent, on distinguait nettement un cheval sans cavalier, mais scellé et bridé. Ses yeux sombres pleins d'intelligence, sa belle tête blanche fièrement dressée. Êtes-vous toujours aussi convaincu de l'absence de toute sorcellerie ici, messire Elric? Fit le comte Smurgan, non sans satisfaction. Le cheval était invisible, maintenant il est visible. D'un haussement d'épaule, il remit mieux en place sa hache de guerre. Ou bien c'est ça, ou bien il passe sans difficulté d'un monde à un autre, de sorte que nous entendons surtout le bruit de ses sabots. S'il en est ainsi, répondit Elric en observant les talons, il pourrait nous ramener à notre monde. Vous admettez donc que nous nous sommes échoués dans quelque limbe. Eh bien soit, oui, j'en reconnais la possibilité. Ne disposez-vous pas de quelque sortilège pour capturer ce cheval? Les sortilèges ne me viennent pas si aisément, car je n'ai guère de goût pour eux, lui répondit l'albinos. Tout en parlant, il s'était dirigé vers le cheval, mais celui-ci ne les laissa pas approcher davantage. En renâclant, il se mit à reculer pour maintenir toujours la même distance entre eux et lui. Finalement, Elric dit « Nous perdons notre temps, comte Smurgan. Rendons-nous bien vite à votre navire et oublions ce soleil bleu et ces chevaux enchantés aussi promptement que possible. Une fois à bord, je pourrai sans aucun doute vous assister d'une petite incantation ou deux, car il nous faudra quelque forme d'aide pour manœuvrer seul un si grand navire. » Ils poursuivirent leur route, mais le cheval continua de les suivre. Ils parvinrent au bord des falaises qui se dressaient haut au-dessus d'une baie étroite et rocheuse où un navire fort éprouvé était à l'ancre. Il avait la silhouette haute et élancée d'un navire marchand des cités pourpres, mais ses ponts étaient encombrés de lambeaux de voile déchirés, de tronçons de cordage rompus, de fragments de bois, de ballots d'étoffe éventrés, de flacons de vin fracassés et de toutes sortes d'autres débris. Cependant qu'en plusieurs endroits ses rambardes étaient brisées, et que 2 ou 3 de ses vergues avaient volé en éclats. Il était évident qu'il avait également essuyé tempêtes et combats, et c'était là miracle qu'il flottât encore.
Il va nous falloir y mettre de l'ordre au mieux, en n'utilisant pour naviguer que la grand-voile, fit Smjorgan, méditatif. Il est à espérer que nous allons pouvoir récupérer suffisamment de vivres pour nous suffire pour... Regardez s'écria Elric en désignant l'arrière-pont, sûr d'y avoir vu une silhouette humaine parmi les ombres. Les pirates ont-ils laissé l'un d'entre eux derrière eux? Non, non point. N'avez-vous pas vu quelqu'un à bord pourtant, il y a un instant? Mes yeux me jouent de sales tours, lui répondit Smjorgan. C'est cette maudite lumière. Il y a à bord un rat ou deux, c'est tout. C'est cela que vous avez vu. Il se peut, fit Elric en se retournant. Le cheval occupé à brouter l'herbe brune ne semblait pas leur prêter la moindre attention. Eh bien, terminons notre randonnée. Ils dévalèrent la pente raide de la falaise et se trouvèrent bientôt sur le rivage. Ils gagnèrent le navire en pataugeant à travers les bas-fonds, se hissèrent par les cordages glissants qui pendaient encore par-dessus bord, et enfin prirent pied non sans soulagement sur le pont. « Ah, je me sens déjà plus en sécurité, » dit Smjorgan. « Il y a si longtemps que ce navire est mon chez-moi. » Il fouilla les marchandises éparpillées, finit par mettre la main sur une tourie de vin intacte, en coupa le seau et la tendit à Elric. Celui-ci souleva la lourde flasque et fit couler dans sa bouche un peu de vin. Pendant que le comte Smjorgan buvait à son tour, Elric eut l'impression très nette de percevoir, à nouveau, un mouvement du côté de l'arrière-pont, et il s'en rapprocha. Il était sûr à présent d'entendre une respiration précipitée et tendue, la respiration de quelqu'un qui s'efforçait de réprimer son besoin d'air plutôt que de s'exposer à être découvert. C'étaient des bruits très discrets, mais l'albinos, qui avait la vue faible, avait l'oreille fine. La main prête à dégainer son épée runique, il s'avança, aux aguets, dans la direction d'où provenaient les sons, avec Smjorgan, à présent sur ses talons. Elle sortit de sa cachette avant qu'il l'eût atteinte, chevelure souillée tombant en lourdes boucles autour de sa figure pâle, épaules avachis, bras délicats pendant sans force à ses côtés, robe tachée et déchirée. Lorsqu'Elric s'approcha, elle tomba à genoux devant lui. « Ôtez-moi la vie, messire !» dit-elle avec humilité. « Mais, je vous en conjure, ne me ramenez pas à Saxilfdan, bien que vous soyez sans nul doute à son service ou un membre de sa famille. »« C'est elle !» s'écria Smorgan avec stupéfaction. « C'est notre passagère. Elle a dû rester cachée pendant tout ce temps. » Elric s'avança et releva le menton de la jeune fille pour examiner son visage. Il trouva à ses traits quelque chose de melnibonéen, mais, à son avis, elle était en fait des jeunes royaumes. D'ailleurs, il lui manquait la fierté d'une melnibonéenne. « Quel nom as-tu prononcé, ma fille ?» lui demanda-t-il avec bienveillance. « T'ai-je entendu parler de Saxilfdan, le comte Saxilfdan de Melniboné ?»« Il est vrai, mon seigneur. »« Ne crains pas en moins de ses serviteurs, » lui dit Elric. « Et quant à être son parent, j'imagine que tu pourrais en effet me nommer ainsi, du côté de ma mère, ou plutôt de mon arrière-grand-mère. Ce fut un de mes ancêtres, mais il doit être mort depuis 2 siècles au moins. »« Non !» fit-elle. « Il vit, mon seigneur. » »« Où ça? Sur cette île ? » ?»« Il n'est pas ici chez lui, mais c'est sur ce plan qu'il existe. J'ai tenté de lui échapper par la porte pourpre. Je l'ai franchi à bord d'une barque, et j'ai atteint la ville où vous m'avez trouvé, comte Smjorgan. Mais, une fois que je fus à bord de votre navire, il m'a ramené en arrière, et votre navire avec moi. Cela m'a rempli de remords. Cela est le sort qui a frappé votre équipage. Je sais qu'il me cherche, je sens sa présence qui se rapproche. »« Est-il invisible ?» demanda soudain Smjorgan. « Monte-t-il un cheval blanc ?» Elle s'étrangla de surprise. « Vous voyez, il est bel et bien dans les parages. Sinon pourquoi le cheval apparaîtrait-il sur cette île ?»« Il le monte ?» demanda Elric. « Oh non, 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 non. Il craint le cheval presque autant que je le crains lui-même. C'est le cheval qui le poursuit. » Elric sortit de son escarcelle la roue d'or melnibonéenne. « Tu as pris ces pièces au comte Saxilfdan ?
Il est vrai, oui. L'albinos fronça les sourcils. Qui est cet homme, Elric demanda le comte Smjorgan. Vous en parlez comme d'un ancêtre, et pourtant il vit dans ce monde. Que savez-vous de lui Elric soupesa la grosse roue d'or dans sa main avant de la remettre dans son escarcelle. C'était pour nous un personnage quelque peu légendaire. Son histoire fait partie de la littérature melnibonéenne. C'était un grand magicien, un des plus grands, et il tomba amoureux. Il est déjà assez rare chez les Melnibonéens de tomber amoureux, au sens où les autres entendent cette passion, mais plus rare encore que l'un de nous éprouve de tels sentiments pour une femme qui ne soit pas même de notre propre race. La femme en question, ai-je ouï dire, était à demi melnibonéenne, mais venait d'un pays qui, à l'époque, était soumis à Melniboné, une province occidentale proche de Darijor. Elle faisait partie d'une fournée d'esclaves qu'il avait achetée en vue de pratiquer sur eux quelque expérience de sorcellerie. Mais il la distingua et, quel que soit le sort que subirent les autres, celui-ci lui fut épargné. Il lui prodigua ses égards et la combla de présents. Pour elle, il abandonna ses pratiques et quitta Imrir pour une retraite paisible. Je crois qu'elle lui témoignait une certaine affection, mais ne semblait pas éprouver de l'amour pour lui. Il y avait un autre homme, voyez-vous, du nom de Carolac, si ma mémoire est bonne, et lui aussi, à demi melnibonéen, qui s'était engagé comme mercenaire à Chazar, et y avait gagné la faveur de la cour. C'est à ce Carolac qu'elle avait été promise avant d'être enlevée. Elle l'aimait demanda Smjorgan. Elle lui était promise en mariage. Mais laissez-moi finir mon histoire. Et Elric poursuivit. Or donc, finalement, Carolac, qui entre-temps était devenu un personnage important et à Chazar ne le cédait qu'au roi, apprit ce qu'il était advenu d'elle et jura de la délivrer. Avec des corsaires, il atteignit les rivages de Melniboné, et, en utilisant la sorcellerie, il rechercha le palais de Saxif Daan. Cela fait, il se mit en quête de la jeune femme qu'il trouva enfin dans les appartements que Saxif Daan lui avait réservés. Il lui dit qu'il était venu la revendiquer comme épouse, l'arracher à la persécution. Curieusement, la jeune femme résista, arguant qu'elle était depuis trop longtemps esclave dans le harem melnibonéen pour se réadapter à une vie de princesse à la cour de Chazar. Carolac se gaussa de cela et se saisit d'elle. Il parvint à s'enfuir du château et, emportant la jeune femme en travers de sa selle, il était sur le point de rejoindre ses hommes au bord de la mer lorsque Saxif Dahan le repéra. Carolac, je pense, fut tué, ou bien victime d'un sortilège. Mais Saxif Dahan, en proie à une effroyable jalousie, et persuadé que la jeune femme avait combiné cette évasion avec un amant, ordonna qu'elle pérît sur la roue du chaos. Un instrument de supplice dont la forme est assez semblable à cette pièce. On lui brisa lentement les membres, et Saxif Dahan, pendant des jours et des jours, assista à sa longue agonie. On l'écorcha vive, et le comte Saxif Dahan contempla son châtiment dans tous les détails. Il fut bientôt évident que les drogues et les sortilèges utilisés pour la maintenir en vie n'allaient plus y suffire, et Saxif Dahan ordonna qu'elle fût enlevée à la roue du chaos et étendue sur une couche. Eh bien, lui dit-il, tu as été puni pour m'avoir trahi, et j'en suis satisfait. Maintenant, tu peux mourir. Et il vit que ses lèvres encroûtées de sang et effroyables à voir étaient en mouvement, et il se pencha pour entendre ses dernières paroles. Et qu'exprimait-elle? La vengeance? Un serment? Demanda Smjorgan. Elle eut pour dernier geste un effort pour le serrer dans ses bras, et pour dernier mot ceux qu'elle ne lui avait jamais adressés auparavant, alors qu'il espérait tant qu'elle le ferait. Elle dit simplement, et répéta sans cesse jusqu'au moment où elle rendit le dernier souffle. Je vous aime. Je vous aime. Puis elle mourut. Smjorgan fourragea dans sa barbe. Dieu. Et alors, que fit votre ancêtre? Alors il connut le remords. Bien entendu. Non, non comme cela, non point. Pour un Melnibonéen, le remords est une émotion peu fréquente. Rares sont ceux qui l'ont jamais éprouvé.
Tourmenté par le sentiment de sa culpabilité, le comte Saxif Daan quitta Melniboné pour n'y plus jamais revenir. On supposa qu'il était mort dans quelque pays lointain, en essayant d'expier ce qu'il avait fait au seul être qu'il eût jamais aimé. Mais à présent, il semblerait qu'il cherche la porte pourpre, en y voyant peut-être une des entrées de l'enfer. « Mais pourquoi me harceler » s'exclama la jeune fille. « Je n'ai rien à voir avec cette femme. Je m'appelle Vaaslis, et je suis la fille d'un marchand de Jarkor. J'étais parti rendre visite à mon oncle à Vilmyr, et, au cours de la traversée, le navire fit naufrage. Nous fûmes un petit nombre à en réchapper à bord d'un canot, mais de nouvelles tempêtes nous assaillirent. Je fus précipité par-dessus bord, et j'allais me noyer lorsque... » Elle frissonna. Lorsqu'au bord de sa galère, il survint. Je lui fus reconnaissante, puis... Qu'arriva-t-il ? Elric écarta de son visage ses cheveux emmêlés et lui offrit un peu de leur vin, qu'elle but avec reconnaissance. Il m'emmena à son palais et me dit qu'il allait m'épouser, que je serais son impératrice et régnerais à jamais à ses côtés. Mais j'avais peur. Il y avait une telle souffrance en lui, une telle cruauté aussi. Il me semblait qu'il devait me dévorer, me détruire. Oh, peu après ma capture, j'ai pris l'argent et la barque, et je me suis enfui vers la porte dont il m'avait parlé. « Vous pourriez retrouver cette porte pour nous » demanda Elric. « Je pense que oui. J'ai quelques connaissances en matière de navigation que je tiens de mon père. Mais à quoi bon, messire ? Il nous retrouverait et nous ramènerait, et il doit être tout prêt à cet instant même. » « Eh bien, je dispose moi-même de quelques pouvoirs magiques, » lui assura Elric, « et je suis disposé à me mesurer à Saxif Dahan en ce domaine si besoin est. Et, revenant auprès du comte Smiorgan, pouvons-nous rapidement hisser une voile ? Oui, assez rapidement. Alors hâtons-nous, comte Smiorgan tête chauve. Il se pourrait que j'aie le moyen de nous faire franchir cette porte pourpre et de nous éviter d'être mêlés plus avant aux affaires des morts.